et la tragédie merveilleuse. Les interférences, c'est quoi une interférence? Une interférence, c'est la réduction de l'émission ou de la réception d'un DVA. Une interférence, c'est un impact négatif qui a un effet de brouilleur de signal ou qui va bloquer l'émission ou réduire sa largeur de bande de recherche en réception. Voilà, donc physiquement, ça se traduit par d'autres ondes. Soit c'est des problèmes de résonance, soit on peut le voir comme un miroir, ça va taper une onde et puis elle revient. Soit comme un bouclier, ça empêche l'onde de sortir. En fait, c'est qu'il y a plein d'autres ondes qui viennent cacher l'onde 450 kHz qui nous intéresse. Voilà, donc soit ça la cache, soit ça réduit son H-field, donc elle va envoyer moins fort. Voilà, donc c'est quelque chose qui est soit électrique, soit magnétique, et qui nous enquiquine parce que ça diminue soit la recherche, soit l'émission. Les interférences en émission, ce qui peut embêter, c'est que du coup, la puissance du signal est plus faible envoyée. Et ce qui fait que si la puissance est plus faible, ce qu'on va contrôler par exemple pendant un groupe check correct à 1 mètre, si on doit se rapprocher de 50 cm, ça veut dire que peut-être le DVA envoie 50% moins fort que ce qu'il pourrait envoyer. Ce qui fait que celui qui doit rechercher va devoir diminuer ses bandes de moitié pour être sûr de ne pas le rater, quoi. D'accord avec ça? Ouais, et en plus, c'est notamment problématique parce que une interférence en émission, le secouriste, il n'est pas au courant, il ne sait pas que la victime subit des interférences en émission. On voit qu'il y a une réaction par rapport à ces problèmes d'interférence. Et après, il faut aussi bien se dire que les interférences en 20 ans, parce qu'on parle de 20 ans sur les DVA 3 antennes, mais en 20 ans, on est passé du Edge au 5G aussi autour de nous. Donc autour de nous, la quantité d'ondes, de ferraille et d'électronique qu'on emporte n'est plus la même. Il y a 20 ans, on n'avait pas tous un téléphone portable. Aujourd'hui, on a tous un téléphone portable, des montres connectées, des GoPro. Il y a 20 ans, je ne sais même pas si ça existait les GoPro, quoi, hein. C'est des nouveaux problèmes et donc il faut trouver des nouvelles solutions pour les régler. Ouais, en fait, ça nous pousse, on réalise que maintenant, on doit faire avec les interférences en émission. C'est quelque chose qui est incompressible. On est connecté de partout et c'est OK. Malheureusement, ça a un impact très néfaste sur le DVA en émission et en réception. Et il faut que les ingénieurs, les fabricants se creusent la tête pour comment y remédier à ce problème-là. Et ouais, parce qu'on peut éloigner le DVA comme on a dit, mais sous la neige, on ne gère pas tout. Donc ça, c'était en émission, être sûr que son DVA tire le plus fort possible. Et après, en réception, on a souvent ce qu'on appelle les signaux fantômes. Donc c'est une mauvaise lecture de tous les petits pics qui brouillent notre signal 450 kHz et qui fait croire au DVA qu'il y a une direction et une distance à donner. Donc c'est pour ça, c'est souvent un signal qui est assez instable, qui va de droite, de gauche, qui change. Donc si on sait le reconnaître, parce qu'on est entraîné, on le reconnaît assez facilement et on continue sa recherche primaire jusqu'à trouver un signal qui effectivement est un bon signal, et là le DVA va se focaliser là-dessus. Petite vidéo de Team Théo en exemple, hein. Et c'est pour ça que par exemple le mode analogique peut nous permettre de remettre un petit coup d'oreille pour voir si c'est réellement un signal ou si c'est vraiment de la friture. Quand on est entraîné, on arrive bien à reconnaître un signal fantôme normalement. Ça, c'est un bon entraînement à faire que tu suggères, Tony. C'est en effet de savoir reconnaître un signal fantôme. Et c'est assez facile à faire. Il suffit de mettre son DVA en mode recherche en s'assurant qu'il n'y a aucun autre DVA en émission dans la zone. Donc lorsqu'on est en mode recherche, il n'y a pas de signal. On va prendre son téléphone et on va le plaquer contre le DVA en mode réception. Et on voit ce qui se passe. Certains DVA vont tout de suite afficher un signal fantôme. D'autres, ça va prendre quelques secondes. D'autres, pas du tout. Pas tous les DVA réagissent de la même manière. Et un signal fantôme, c'est quoi? C'est une distance et une direction qui n'a aucun sens, qui n'est pas stable, la distance qui va augmenter et baisser, mais genre de plus 10 ou moins 10. Donc j'étais à une distance de 50, ça passe à 60 ou ça descend à 40. J'ai une direction qui passe de gauche à droite, tout droit, peu importe. En plus, sans que nous, on bouge. Donc ça, c'est un signal fantôme.
Et ça, c'est un bien de s'entraîner à savoir le reconnaître. Et oui, parce qu'après, sur une vraie avalanche, quand on arrive et qu'on a ce type de signal qui se met en route, on va passer quelques minutes à suivre ces informations. Parce que souvent, si on ne l'a pas reconnu, il nous dit 50 là-bas, ben on attaque à courir vers là-bas. Et puis après, ça bouge, alors forcément, nous, on court en bougeant. Donc moi, je le vois très très souvent dans les entraînements. Je vois les gens partir en courant dans des directions absolument hasardeuses. Et on voit de l'extérieur, on dit ben, c'est un signal fantôme. Mais si on l'a reconnu tout de suite, ben, on évite ce temps où on est un peu perdu. Et c'est vraiment très désagréable de se sentir perdu, quoi. Donc on en revient toujours au truc de mettre les éléments le plus loin possible les uns des autres. Donc en émission, le DVA n'arrive pas à envoyer sa pleine puissance due aux interférences et aussi à sa position de couplage. C'est quoi la position de couplage? Donc là, tu m'as donné un joli dessin. Tu m'as dit meilleure position de couplage entre TX et RX. C'est qui RX? C'est un chien, ça? Ah, ça, c'est un de mes sujets préférés, les positions de couplage. En fait, c'est lorsqu'on a un DVA en émission, donc qui est T pour transmission, et lorsqu'on a un DVA en réception, donc R, on va pouvoir déterminer sa position de couplage, son orientation, son alignement parallèle ou perpendiculaire par rapport à ses antennes. Et donc, on aura différentes positions, c'est-à-dire soit parfaitement aligné parallèle, soit perpendiculaire, soit vertical. Et que ce soit sur le mode émission ou l'inverse sur le mode réception. Et ces positions de couplage auront un impact sur la portée de réception, c'est-à-dire sur ta bande de recherche, quand tu détecteras le signal. C'est pour ça que pas mal de gars en recherche primaire bougeaient leur DVA comme ça, pour essayer de trouver la meilleure position de couplage. Oui, en effet, si on a... c'est surtout sur les anciens DVA qui avaient une ellipsie très importante entre l'antenne X et Y, c'est-à-dire que les DVA n'ont pas tous les mêmes performances de réception entre l'antenne X et Y, souvent à cause de leur dimension. Il y a plus d'espace, l'antenne X a plus d'espace ici, et c'est un peu plus réduit là sur certains modèles, ce qui n'est pas le cas là-dessus, mais sur certains modèles, il y a des différences d'émission, surtout sur, différence de réception, plus sur les anciens DVA. Et en fait, pour compenser cette différence de performance en réception, est recommandé en réception d'avoir le DVA près de son oreille et de le bouger en 360 degrés dans toutes les directions pour optimiser la position de couplage. C'est moins critique aujourd'hui parce que un grand nombre les DVA les plus récents, les plus modernes, ont maintenant des bandes de recherche qui sont quasi circulaires, parfaitement circulaires pour certains. Et donc, ça veut dire que la performance de réception entre l'antenne X et l'antenne Y sont identiques. On optimise une portée de réception parfaitement circulaire. Donc, la portée de réception effective, là, tu me dis, je vois, il y a en gros 3 possibilités. Soit c'est TX vers RX, soit c'est TX vers RY, soit c'est TX vers RX, et là ça commence à diminuer, soit c'est TX vers RY, et là c'est moitié moins. Notre portée effective, c'est laquelle? Alors on va parler de portée max, portée utile. La portée max, c'est la position de couplage la plus favorable, le meilleur des scénarios. C'est-à-dire d'avoir parfaitement les DVA parfaitement alignés comme ça. Et ça, c'est dans le meilleur des deux mondes. Mais on va pas espérer avoir la meilleure position de couplage. On va se baser sur la plus mauvaise position de couplage. C'est-à-dire utiliser son antenne la moins puissante, qui est souvent Y, donc d'une manière perpendiculaire. Et puis après, mettre le DVA en émission en position verticale. Et ça va être sa position de couplage la pire, la plus défavorable qui puisse exister. Et cette distance-là, c'est ta bande de recherche utile. C'est ça qui va faire ta base pour déterminer quelles vont être tes bandes de recherche en faisant tes zigzags pour ta recherche primaire, pour détecter le premier signal. Ok, d'accord. Donc ce qui est écrit sur l'arrière de mon DVA, c'est ça. C'est TX et RY. Pas tous, malheureusement. Ça, il y a différentes méthodes de calcul sur la bande de recherche. C'est pas normé. Certains vont se baser sur planche de calcul, plutôt laboratoire. D'autres, comme chez Black Diamond et Pips, on se base uniquement sur un grand nombre de recherches et d'analyses sur le terrain, en plein de différentes configurations de profondeur, d'humidité du manteau neigeux, pour ensuite avoir une moyenne et de se baser sur ce minimum. Donc ça, c'est important chez Black Diamond et Pips, que notre bande de recherche utile est basée sur notre
position de couplage la plus défavorable. Ok, d'accord. Donc ça, après, quand on a déjà son DVA, ça vaut le coup de faire 2-3 petits essais de position de couplage pour voir effectivement quelles sont nos bandes de recherche. Oui, ça je le recommande vraiment, hein, c'est un exercice qui est très simple à faire, idéalement sur une surface plate, où on va mettre son DVA en émission verticale, on va mettre son DVA d'une manière perpendiculaire par rapport au DVA qui est en émission. On s'éloigne le plus loin possible pour être sûr qu'on n'a pas de signal et on se rapproche petit à petit. Et lorsqu'on aura un premier bip, et ben ça c'est sa bande de recherche utile qui va être de l'ordre de, on va dire, entre 20 et 30 mètres. Donc ça veut dire un rayon de 20 mètres ou un rayon de 30 mètres, donc un diamètre de 40 mètres ou un diamètre de 60 mètres. Ça permet un petit exo qui permet facilement de voir où en sont nos DVA et puis de le voir dans le temps si ses performances diminuent. Donc c'est bien de le faire quand on l'achète neuf et puis après de regarder régulièrement si ça bouge ou pas. C'est vrai, en effet, le temps chronologique peut avoir un impact sur sa bande de recherche qui peut être atténuée avec le temps. Un élément que vous pouvez mettre à votre disposition pour voir si c'est toujours conforme à ce que vous avez pu rencontrer les premières années de vie du DVA et ultérieurement. Petite question de Guigui qui demande c'est quoi le meilleur DVA? Bonne question. Je dirais d'une manière générale, tous les DVA qui ont été commercialisés, qui ont été amenés sur le marché ces 5 dernières années sont tous très bons. Il y a eu vraiment beaucoup de progrès technologiques qui ont été faits. En tout cas, vous êtes bien équipés avec un DVA moderne, récent, qui a été amené, introduit sur le marché ces 5 dernières années. Mais je dirais pour conclure que le meilleur DVA à acheter, c'est celui où on se sentira le plus à l'aise pour pouvoir s'entraîner à le faire régulièrement. C'est ça le meilleur DVA que tu pourras acheter. C'est plus fonction de son entraînement que du matos finalement. Ouais. C'est ça vraiment la clé. Et d'acheter un DVA où on se sent à l'aise sur sa manipulation, sur sa facilité de l'allumer, de l'éteindre, de passer en mode recherche, en mode émission, sa prise en main, être tout simplement à l'aise dans son utilisation, à s'impliquer dans son utilisation et son entraînement. Et ça, c'est le meilleur DVA que tu pourras acheter. Et là, tu reviens, tu as utilisé le mot implication. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, implication et DVA. Vous pouvez la regarder, elle est déjà en ligne. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Une dernière petite question de Luca Maffioletti. Est-ce que le nouveau PIPS IPS est vraiment révolutionnaire? En tout cas, c'est une sérieuse avancée technologique qui est remarquable, qui est vraiment superbe. Donc le nouveau DVA Pro IPS, deux nouvelles technologies et ensuite d'autres éléments qui sont vraiment intéressants. Donc c'est ce nouveau DVA. La première chose, ça va être les initiales IPS pour le système de protection des interférences. Mais pas en réception, mais surtout en émission. Et ça, c'est nouveau. C'est le premier DVA du marché à permettre d'avoir aucune perte d'émission en cas d'interférence sur le DVA. La deuxième avancée technologique, ce sont la technologie DASP ou DASP. En anglais, c'est le Dual Antenna Signal Processing. En français, c'est le traitement du signal à double antenne. Et ça fonctionne en fait. Il a toujours 3 antennes, mais il traite le signal au début avec les 2 antennes simultanément. Et pas une après l'autre. Oui, en fait, jusqu'à présent, tous les DVA du marché, en réception, l'antenne X et Y, de par leur configuration physique dans un DVA, c'est-à-dire positionnée aux extrémités à angle à 90 degrés, sont contraintes de fonctionner d'une manière alternative pour lire le signal. C'est-à-dire, pour schématiser, l'antenne X va lire le signal 20 millisecondes et ensuite l'antenne Y va lire 20 millisecondes sur ce même signal et ensuite passer au prochain signal, au prochain bip. Et donc en fait, les antennes lisent uniquement la moitié d'un premier bip. Et ce DVA est le premier DVA du marché à ce que les 2 antennes X et Y fonctionnent d'une manière simultanée pour lire l'intégralité du signal. C'est-à-dire l'antenne X qui est là va lire 100% du signal et l'antenne Y qui est là va lire 100% du signal en même temps. Et ça, c'est une réelle avancée technologique qui est vraiment intéressante. En fait, il y a un troisième point qui est bien, ça va être un tout nouveau boîtier avec une très grande facilité de manipulation de DVA pour passer en mode émission en réception. Là, c'est en émission, là, c'est en réception.
Donc c'est vraiment facile sur un nouveau boîtier, son ergonomie, sa prise en main. On va aussi avoir une bande de recherche utile de 80 mètres et aussi la technologie Bluetooth pour permettre de faire les paramétrages, la révision du DVA, les mises à jour du logiciel. Ok, donc ouais, là on sent que tout ce dont on a parlé avant commence à être géré dans ce truc-là. Donc les interférences sont gérées en émission, sont gérées en réception. On a une facilité d'utilisation qui est très bonne. Après, reste le quid de toujours pareil du prix. Voilà, parce qu'à la fin, il reste toujours celui qui va l'acheter dans le magasin. Un des gros trucs, c'est combien ça coûte. Quand on n'a pas tous les éléments en main et qu'on compare juste, en gros, on compare le poids, le prix et les bandes de recherche. On a vu que les bandes de recherche, on ne savait pas exactement sur quoi elles étaient basées. Le prix, on voit bien sur quoi il est basé. Et le poids aussi, c'est des grammes. Donc, si on n'a pas les éléments techniques à l'intérieur, on ne peut pas comparer des DVA, quoi. Raphaël, merci de nous avoir expliqué tout ça. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Je pense qu'on a fait le tour, hein. C'est quand même, on a été très exhaustif. Donc, en tout cas, je te remercie infiniment de m'avoir invité, m'accorder ce temps pour papoter et parler du DVA, parce que c'est quand même un sujet qui est très intéressant, très émotionnel aussi, hein. On parle de la sécurité, non, mais surtout du secours, parce qu'un DVA, c'est pas un équipement de sécurité, mais un équipement de secours. Avec passion que je peux en discuter avec toi. Donc, je te remercie infiniment de ce temps de parole. Raphaël, merci et bonne Monscagne à tous. Préparez bien votre hiver, entraînez-vous et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao! Ciao! Le guide Michelin, c'est une réflexion collective sur la pratique de la montagne, du ski et de l'alpinisme sous tous les sens. Ouvrir le débat, échanger sur certaines idées préconçues et peut-être tordre le cou à certaines croyances. C'est ça les pages du guide Michelin.